Bonsoir à tous et merci pour cette gentille introduction. Merci également pour l'invitation à venir participer à ce cycle-là. C'est très opportun. Vous savez peut-être que nous sommes en plein dans la Semaine du cerveau, un événement national. Donc on va essayer donner un éclairage plutôt cérébral aux mécanismes qui ont été développés au cours de l'évolution pour contrôler notre posture, notre équilibre. Alors, voilà un petit cerveau. Donc, c'était l'idée de vous donner, l'idée que je voulais vous donner, c'était donc qu'on allait parler de cerveau, puisque dans les deux conférences précédentes, celles qui ont porté sur les troubles, l'apparition de la bipédie chez l'homme, les deux conférencières vous ont parlé des modifications de l'anatomie humaine, les modifications du squelette qui ont accompagné cette bipédie. Alors, si on compare le squelette de l'homme et le squelette des primates non humains, on voit que c'est évidemment très différent et que la bipédie s'est caractérisée par tout plein d'adaptations, notamment le raccourcissement des bras, qui maintenant sont plus courts que les jambes et qui ne servent pas à la locomotion. On observe par exemple que la colonne vertébrale vient s'insérer en dessous du crâne, que cette colonne vertébrale maintenant a plusieurs courbures. Et puis on observe également une modification de la forme du bassin qui s'est raccourcie, qui a changé de forme pour assurer cette posture bipède. Alors, cette posture bipède, en comparaison d'une posture quadrupède, elle est évidemment très instable. Le support est beaucoup plus réduit. Alors, le défi de maintenir cet équilibre bipède, ça va consister en fait à maintenir la projection verticale du centre de gravité humain, qui est à peu près au niveau du bassin, dans une surface d'appui au sol qu'on appelle le polygone de sustentation, ou la surface de sustentation. Grosso modo, ça correspond en fait à la surface d'appui des pieds au sol. Et évidemment, chez l'homme qui est bipède, cette surface est réduite comparée à la surface qu'on aurait chez un quadrupède. Donc le défi de la posture bipède chez l'homme, ça va consister à développer des synergies sensorimotrices qui vont avoir pour but de ramener ce centre de gravité au-dessus de ce polygone de sustentation. Ce qui n'est pas évident, on va le voir. Alors, ce n'est pas évident parce que chez l'homme, on s'amuse justement à modifier notre posture, on est capable de tenir en équilibre sur un seul pied. Dans le sport, on développe des postures qui sont des véritables défis, tenir sur la pointe d'un pied. Donc vous imaginez que ce polygone de sustentation est extrêmement réduit dans ces situations-là, ou bien on développe des capacités telles que marcher sur des prothèses. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais montrer, c'est comment l'évolution a permis de développer un ensemble de capteurs sensoriels qui vont nous permettre de coder l'orientation du corps dans l'espace, les mouvements du corps dans l'espace, et comment l'évolution a également créé des structures cérébrales qui ont l'air d'être spécialisées justement dans le codage de cette orientation des mouvements du corps dans l'espace. Alors, le titre de la conférence, l'équilibre, un défi cérébral, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est très judicieux, c'est très opportun. C'est un véritable défi cérébral. Pourquoi c'est un défi cérébral de maintenir notre équilibre bipède? Eh bien, c'est parce qu'il s'agit d'arriver à coder l'orientation du corps dans l'espace, le mouvement du corps dans l'espace, alors qu'il n'existe pas en fait un stimulus d'orientation dans l'espace. Et il n'existe pas un capteur sensoriel d'orientation dans l'espace. Si on veut coder par exemple la couleur, c'est facile, il y a un stimulus de la couleur, c'est une onde lumineuse qui a une certaine longueur d'onde. On a un capteur sensoriel pour ça, on a des photorécepteurs dans la rétine. Pour maintenir l'équilibre, c'est beaucoup plus complexe. On n'a pas un stimulus. Qu'est-ce qui nous donne un sens de l'orientation? C'est très varié. Imaginez que vous deviez maintenir votre équilibre dans cette situation-là, qui est une situation difficile. Vous êtes debout sur une barque qui est en train de flotter. Comment vous allez extraire des informations sensorielles de l'espace qui vont vous servir à référencer votre posture? Alors vous pouvez évidemment utiliser les informations visuelles. Vous allez, si vous basculez votre corps, avoir un glissement relatif de l'image sur votre rétine. Ça vous donne une information sur votre mouvement, ça c'est une première chose. Mais ce n'est pas indispensable. Si vous fermez les yeux sur cette barque, vous êtes quand même capable de maintenir votre posture. Sur cette barque, si la barque est en train d'osciller, vous avez une modification des pression qui s'exerce sous la plante de vos pieds, ça c'est également une information qui est importante et qui va vous servir à coder votre orientation. Puis il y a également des informations qui nous paraissent un peu moins accessibles, un peu moins directes. Par exemple, le retour des forces. Si vous êtes en train d'appliquer des forces sur ces deux rames,
eh bien, les forces que vous exercez vont varier en fonction de votre posture et indirectement, via l'effort musculaire et l'étirement des muscles, vous aurez une information posturale. On est capable également d'extraire de façon indirecte tout plein d'informations. Par exemple, si vous écoutez le clapotis de l'eau. Le clapotis de l'eau, c'est une information auditive qui vient d'en bas. Ça vous donne une information sur l'orientation de votre corps relativement à l'environnement, où est le haut, où est le bas. Donc toutes ces informations, ensemble, parviennent au cerveau et donnent des informations qui sont plus ou moins congruentes, d'ailleurs, sur l'orientation du corps dans l'espace, le mouvement du corps dans l'espace. Donc le cerveau utilise finalement toutes les informations sensorielles disponibles. Alors cette idée, ce n'est pas nouveau, hein. L'idée que le mouvement n'est pas codé par un seul sens. On retrouve cette idée chez Aristote déjà. Il nous dit il ne peut pas y avoir de sens spécial, un sens spécial pour les choses communes à tous les sens. Le mouvement, par exemple, le repos, ce n'est pas codé par un sens, c'est codé par l'ensemble des sens. Il a tout de suite compris évidemment l'intérêt du fait que le mouvement est codé par plusieurs sens. C'est que si nous pouvons par plusieurs sens percevoir les choses communes, telles le mouvement, c'est afin que nos perceptions soient plus sûres et plus exactes. Donc on va pouvoir lever des ambiguïtés concernant l'orientation de notre corps dans l'espace parce qu'on tire l'information de plusieurs sens en parallèle. Alors si on traduit ça en termes scientifiques, neuroscientifiques un peu plus actuels, on peut dire que le sens de l'espace, c'est un sens multisensoriel, hein. On utilise plusieurs informations. Qu'est-ce que c'est la conséquence de ça? Si c'est multisensoriel, ça veut dire que ce sens de l'espace, d'une certaine façon, c'est une interprétation. Si on a tous ici plusieurs informations sensorielles pour orienter notre corps dans l'espace, ben, on tire un résultat final, d'accord? C'est la somme, où on va voir que ce n'est pas d'ailleurs la somme, hein, c'est pas la somme mathématique de ces signaux, c'est un peu plus complexe que ça. On va prendre ensemble tous ces signaux et on a une seule perception à la fois. L'autre conséquence, c'est que nous n'avons pas tous le même sens de l'espace. Pourquoi? Parce qu'on va s'ancrer tous différemment sur des sensibilités différentes, des signaux différents. Donc ce sens de l'espace, il est d'une certaine façon personnel. Vous et moi, on n'a pas le même. Vous n'avez pas le même sens de l'espace. Voilà, maintenant je vous propose de passer en revue un peu ces différents capteurs sensoriels qui tous ensemble contribuent au sens du mouvement, au sens de l'espace. Alors en France, c'est Alain Berthoz et son équipe, son laboratoire au Collège de France qui ont beaucoup contribué au développement de la physiologie du sens du mouvement. Et pour citer un premier sens qui semble crucial pour coder le mouvement, évidemment, c'est la vision. La vision, c'est crucial parce que à la fois le mouvement peut être codé et l'orientation peut être codée. Alors tout d'abord, le mouvement peut être codé, hein, les photorécepteurs vont être capables de coder le glissement des images sur la rétine et on a des voies sensorielles qui sont spécialisées dans le codage du glissement des images sur la rétine. Donc on a une information visuelle de mouvement. Alors vous connaissez tous cette illusion-là, hein. Si vous êtes face à un train qui est en train de démarrer lentement, vous pouvez avoir l'impression que c'est vous qui bougez. De la même façon, si vous êtes assis dans votre voiture et qu'à côté de vous, vous avez un bus qui démarre lentement, vous pouvez être surpris d'appuyer soudainement sur le frein parce que vous avez l'impression que c'est votre voiture qui avance. En réalité, c'est le bus à côté qui avance. Donc ce mouvement visuel autour de vous qui se fait lentement crée des illusions de mouvement, hein. C'est bien le signe que ces informations visuelles de mouvement lentes sont codées dans des structures cérébrales qui donnent une perception du mouvement du corps propre. J'aimerais insister d'ailleurs sur le fait que c'est un mouvement relatif, hein, c'est le mouvement relatif du corps par rapport à l'environnement, ou le mouvement de l'environnement par rapport au corps. On va revenir sur cette notion de codage relatif. Alors j'ai sélectionné un petit exemple là, qui date des années 70, de l'équipe de David Lee, qui était en Écosse, qui a essayé de manipuler justement ces informations visuelles de mouvement pour déterminer leur rôle dans le contrôle postural. Ils ont eu une idée assez originale, un peu farfelue néanmoins, qui était de placer des enfants dans une pièce, vous voyez, une pièce qui était mobile. Donc c'est une pièce qui a 3 murs et un plafond, et l'ensemble est suspendu par des câbles, si bien qu'il est possible de déplacer toute la pièce autour de l'enfant. Donc l'enfant se situe sur un plancher qui, lui, ne bouge pas. Voilà, il y a ses parents qui sont en face de lui. Et voilà ce qui se passait. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déplacé lentement la pièce autour de l'enfant.
Et ils ont réussi à faire chuter les enfants. Le but, ce n'était pas de les faire chuter, évidemment, mais ils se sont rendus compte que les enfants étaient tellement sensibles à l'information visuelle de mouvement que l'ensemble de leur posture était réorienté et que finalement, ils chutaient. Alors, comment on peut expliquer ça? Imaginez que vous avez l'ensemble de la pièce qui est en train de se déplacer vers l'arrière. Si l'ensemble de la pièce se déplace vers l'arrière, ça crée chez les enfants un sentiment de déplacement de leur corps vers l'avant. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, quand je déplace mon corps vers l'avant, les images que je vois glissent vers l'arrière. D'accord? Donc si lorsque je suis immobile, les images glissent vers l'arrière, j'ai un sentiment de basculer vers l'avant. Et le cerveau, en réaction, va entraîner une compensation posturale. La compensation posturale, c'est ce que vous voyez finalement, c'est une chute vers l'arrière. C'est ce qui a permis de montrer que les enfants, tôt, après avoir appris à marcher, sont extrêmement ancrés sur ces références visuelles. C'est quelque chose, c'est une influence d'ailleurs qui diminue au cours du temps. Chez l'adulte, on est beaucoup moins sensible que les enfants à ces informations visuelles de mouvement. Alors, on a beaucoup travaillé dans le laboratoire sur ce type d'environnement visuel qui tourne autour de participants chez des adultes dans le but de créer ce type d'illusion de mouvement. Alors, je vous montre un exemple de ce qui peut se passer si vous êtes face à ce type d'environnement visuel. Alors là, vous avez une personne que vous voyez de dos qui porte des lunettes qui vont restreindre son champ visuel à cet environnement visuel là, qui tourne autour de son axe du regard. Et on a placé dans le dos du participant là, des marqueurs qui vont nous permettre de regarder l'équilibre de cette personne. Alors voilà ce qui se passe. Vous voyez peut-être que l'environnement tourne ici dans le sens horaire, et regardez le déplacement du corps, vous avez une augmentation des oscillations posturales de cette personne face à cet environnement. Et puis à la fin, ce que vous voyez finalement, c'est que l'axe corporel semble dévier dans le sens de déplacement de l'environnement visuel. Donc on a en fait, en réaction à ce déplacement de l'environnement visuel, des réactions posturales qui tendent à modifier l'orientation corporelle autour d'une position qui est inclinée. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'environnement visuel se déplace, les sujets vont osciller entre une sensation mixte de mouvement, souvent vont avoir une sensation mixte de mouvement de leur corps propre dans l'espace, ou de mouvement de l'environnement visuel, et vous avez des illusions comme ça intermittentes qui entraînent ce type de déséquilibre. Voilà pour ce qui concerne le rôle des informations visuelles de mouvement dans l'équilibre. Mais ces informations visuelles sont également cruciales pour coder l'orientation du corps dans l'espace. Par exemple, ici, si je voulais coder l'orientation de mon corps dans l'espace, une chose que je peux faire qui est très simple, c'est aligner l'axe de mon corps avec des choses qui sont verticales dans la pièce. L'angle de la porte, l'angle d'un mur, d'une fenêtre, quelque chose comme ça. Donc toutes ces références visuelles vont également me servir pour orienter mon corps dans l'espace. Néanmoins, vous allez voir que ces informations peuvent biaiser évidemment ce sens de l'espace. Alors, je fais référence ici à des travaux d'un groupe canadien, là, de Howard, qui ont eu l'idée, eux aussi, de manipuler l'orientation de la pièce dans laquelle se trouvent les participants. Alors, ils ont créé un dispositif extrêmement original. C'est une pièce qui est capable de tourner de 180 degrés ou de 90 degrés. Donc, imaginez ici que vous êtes dans cet auditorium et que vous me voyez, moi, debout, mais vous pourriez voir l'ensemble de la pièce basculer, si bien que le plafond serait au sol, le sol serait au plafond. C'est extrêmement perturbant si vous passez une dizaine de minutes dans ce type de pièce-là. Vous allez être immergé dans un environnement visuel qui va être basculé, plus ou moins basculé. Alors, dans un premier temps, ils ont testé des participants qui étaient debout, voilà, comme moi, dans cette pièce-là. Et lorsque l'ensemble de la pièce était dans une position habituelle, eh bien, si on leur demande à ces participants où est le bas, tous vont pointer vers le bas. Tous les cadres de référence sont alignés. Le cadre visuel, le cadre corporel, la gravité, l'ensemble est aligné. Il n'y a pas d'ambiguïté pour tous les participants. Le bas, c'est ici, vers les pieds, dans le sens de la gravité et dans le sens qui est indiqué par l'environnement visuel. Alors, en revanche, lorsqu'ils vont inverser l'environnement visuel par rapport au sujet, eh bien, ce qu'on voit en fait, c'est que le pourcentage de sujets qui va coder la direction du bas par rapport au corps ou à la gravité diminue. Et vous avez également des participants qui vont coder le bas comme étant le bas qui est indiqué uniquement par l'information visuelle. D'autres participants vont avoir des perceptions intermédiaires. L'idée, donc, c'est que dès qu'on présente des informations sensorielles qui sont en conflit, tout le monde ne se comporte pas de la même façon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque
J'essaie d'amener cette notion qu'on n'a pas tous le même sens de l'espace. D'accord ? Donc, dès qu'on introduit un conflit entre plusieurs informations, on voit apparaître des stratégies sensorielles avec des personnes qui vont s'ancrer plutôt sur une information sensorielle ou sur une autre information sensorielle. Et ces différences entre les participants, elles sont encore plus flagrantes si on teste les gens, par exemple, inversés, les gens sont à l'envers dans la pièce, et on manipule également l'orientation de la pièce. Eh bien, vous voyez que tous les participants ne se comportent pas de la même façon. Voilà, on voit apparaître ces stratégies individuelles. Et pourquoi ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le codage de l'information visuelle, c'est ambigu, puisque c'est l'orientation du corps relativement à l'environnement. Donc il y a cette référence, il n'y a pas un codage absolu du corps dans l'espace. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un deuxième type d'information sensorielle qui paraît crucial pour coder le sens de l'espace. C'est ce qu'on appelle la proprioception musculaire et articulaire. C'est un sens qu'on connaît moins, c'est un sens un peu moins conscient, moins intuitif. Hein. D'ailleurs, si Aristote avait raison tout à l'heure en disant que le sens du mouvement n'est pas créé, mais n'est pas codé que par un seul type de récepteur sensoriel, il avait tort quand même en énumérant les capteurs sensoriels. Il nous disait qu'il n'y avait que 5 sens. En réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres sens qui sont extrêmement importants. Le sens proprioceptif musculaire, c'est un sens qui n'est pas mentionné dans les 5 sens d'Aristote, mais qui joue un rôle crucial dans le contrôle de notre posture. Alors ce sens-là, il naît de récepteurs qui sont cachés en profondeur dans les muscles, en parallèle des fibres musculaires, et ces récepteurs vont être capables de coder l'étirement musculaire. On trouve également des récepteurs sensibles à la position des membres dans les capsules articulaires, dans les tendons, dans les ligaments. Je ne rentre pas dans le détail. Alors c'est important ce sens-là, mais néanmoins ça permet seulement de coder la position relative d'un membre par rapport à un autre. Par exemple, la position du poignet relativement à l'avant-bras, la position de l'avant-bras relativement au bras, la position du bras relativement à l'épaule, etc. Donc vous avez un système qui est relatif, hein, c'est la position d'un segment relativement à un autre. Une autre information sensorielle qui est liée à ce type de codage-là, ce sont les informations tactiles. Les informations tactiles sont également cruciales pour maintenir notre équilibre. On ne se rend pas compte, mais sous la plante de nos pieds, on a vraiment un système de codage des forces. Hein. Si je bascule mon corps vers ma droite, il y a plus de pression qui s'exerce sous la sole plantaire de mon pied droit que sur la gauche, et je suis capable d'extraire l'information suivante. Mon corps est penché sur la droite. Okay. À nouveau, c'est un système sensoriel qui permet un codage relatif. Si justement j'ai une modification de la pression qui s'exerce sous la plante de mes pieds, ça peut être dû au fait que je me suis basculé sur le support, ou ça peut être dû au fait que le support a bougé sous mon pied. Donc à nouveau, c'est un type de récepteur sensoriel qui permet un codage relatif du mouvement, de la position du corps, et pas un codage absolu. Et on peut en effet créer des illusions de mouvement, justement parce que c'est un codage relatif. Alors je cite ici des travaux d'Anne Cavounoudias, là, dans notre laboratoire à Marseille. Vous avez ici un participant qui a une main qui est posée sur un tambour. Alors ce tambour, c'est quelque chose qui a une surface qui peut tourner sous la main du participant. Donc vous imaginez cette surface tourne sous la main du participant. Il y a deux façons d'interpréter ce type d'entrée sensorielle. Soit, effectivement, votre main est stable et quelque chose tourne sous votre main, ou bien, et c'est ce que font la plupart des participants, vous avez le sentiment qu'en fait, c'est votre main qui glisse sur la surface. Donc vous voyez que c'est un signal à nouveau qui est ambigu, et c'est dû au fait qu'il y a ce codage relatif du corps par rapport au support. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre type d'information sensorielle qui nous paraît encore plus caché, encore plus mystérieux. Ce sont les informations qu'on appelle interoceptives. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce type d'informations sensorielles. Ce qu'on désigne par les informations interoceptives, ce sont des signaux internes au corps, qui sont des signaux liés aux viscères, par exemple, aux vaisseaux sanguins. Alors, dans la plupart du temps, ce sont des signaux qui sont totalement inconscients. Par exemple, si on vous demande, en ce moment-là, si vous ne faites pas de sport, on vous demande de déterminer à quel moment vous avez des battements cardiaques. Dans la plupart du temps, vous êtes très mauvais pour faire ça. Enfin, vous et moi aussi, rassurez-vous, on est très mauvais pour faire ça. On n'a pas cette conscience-là. De la même façon, on n'a pas la conscience
si tout va bien, des contractions lentes de l'estomac, des intestins, etc. Néanmoins, il y a des capteurs qui envoient en permanence des signaux au cerveau sur ces mouvements-là. Alors pourquoi tous ces récepteurs sont importants pour la posture? Eh bien parce que dans votre corps, vous avez tout plein de fluides. D'accord? Vous avez du sang, vous avez tout plein d'autres fluides au niveau des reins, de la vessie, etc. Lorsque vous bougez, ces fluides ont une certaine inertie et se déplacent dans votre corps. D'accord? Ces fluides, même si on n'en a pas vraiment conscience, vont modifier le traitement, le codage de mécanorécepteurs au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins, dans les reins, etc. Et on est capable d'intégrer ces signaux-là pour coder l'orientation de notre corps dans l'espace. D'accord? C'est dû au déplacement du volume de ces liquides dans notre corps qui sont soumis à l'attraction gravitaire. Je vous donne une anecdote pour vous montrer que c'est important. L'équipe de Marion Trousselard, par exemple, avait eu l'idée de faire manger 500 grammes de pâtes à des participants, qui est quelque chose d'assez important. Donc ça va charger l'estomac. Et ils se sont rendus compte que les participants qui avaient mangé ces 500 grammes de pâtes étaient bien meilleurs pour juger de leur posture dans l'espace que les gens qui n'avaient pas mangé. Donc on est capable d'extraire de ce poids-là qu'il y a dans notre corps une information qui est importante pour s'orienter dans l'espace. Et c'est vraiment le type de signal sensoriel dont on n'a pas du tout connaissance. C'est vraiment à la marge de la conscience. Voilà, pour terminer, j'aimerais parler donc d'un système sensoriel qui, je pense, joue un rôle crucial dans l'équilibre et le sens de l'espace. C'est ce qu'on appelle le système vestibulaire. Alors je termine par ce système vestibulaire parce qu'il a une particularité importante, c'est que ce système sensoriel va permettre un codage absolu des mouvements du corps dans l'espace et non pas un codage relatif des mouvements du corps dans l'espace. Pourquoi? Parce que ce système-là, et Alain Berthoz l'a bien montré, ce système-là fonctionne sans point d'ancrage. C'est-à-dire que l'origine du codage du mouvement, c'est le récepteur lui-même. Ce récepteur, on va voir, qui est situé dans l'oreille interne. Il fonctionne sans point d'ancrage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si vous avez un animal, par exemple un chat là, qui est en train de chuter, pas de contact avec le support, donc pas d'information tactile. S'il est en train de chuter dans le noir, pas d'information visuelle. Néanmoins, le chat est capable tout à fait de rétablir son équilibre parce qu'il va coder cette accélération nette du corps dans l'espace. Donc il y a un codage absolu du mouvement du corps dans l'espace qui est rendu possible par ce type de capteur. On va voir comment c'est possible. Je vais vous en dire un petit peu plus. Donc ce type de récepteurs sensoriels, qu'on appelle les récepteurs vestibulaires, on les trouve dans l'oreille interne. Alors là, l'oreille interne, on la trouve ici. Elle est creusée. C'est un réseau de cavités qui sont creusées dans la partie la plus dure de l'os temporal. La partie avant, là, c'est la cochlée, c'est la partie qui sert à l'audition. Et la partie arrière, voilà, c'est ce vestibule à proprement parler. Alors, la forme de ces cavités, là, creusées dans l'os temporel, est tellement complexe qu'on parle de labyrinthe pour désigner cette structure réceptrice. On parle du système labyrinthique, c'est le labyrinthe. Regardez en bas la complexité de ce système. Ici, ce que j'ai illustré, c'est le développement embryonnaire de ce système. Alors, ce n'est pas chez l'homme, c'est chez le poulet, mais c'est très similaire en réalité. Ça part d'une structure globulaire. Puis, vous voyez progressivement qu'il y a une complexification de ce système avec l'apparition de tout plein de canaux, enfin tout plein, 3 canaux en tout cas, on va voir, qui ont des orientations particulières et de différentes chambres qui contiennent des récepteurs sensoriels. Donc, voilà pourquoi on parle de labyrinthe, à une structure très complexe. La structure de ce système-là, on la connaît depuis longtemps, depuis le XVIIe siècle. Il y a eu des travaux d'anatomie qui ont bien décrit la structure du labyrinthe. En revanche, attribuer des fonctions d'équilibre à ce système labyrinthique, c'est assez récent. Et une personne qui a beaucoup joué là-dedans, en France, c'est Pierre Flourens. Pierre Flourens, c'est un médecin français qui a beaucoup travaillé sur l'anatomie et la physiologie, qui est professeur au Collège de France par ailleurs. Et il s'est rendu compte qu'en faisant des destructions mécaniques de l'oreille interne chez différents animaux, et il a beaucoup travaillé chez des pigeons, il s'est rendu compte qu'il y avait certes des pertes auditives, et on pouvait s'attendre à ça, mais il y avait également un retentissement important sur l'équilibre de l'animal. Et vous voyez que les pigeons qui avaient reçu une destruction de leur oreille interne ne maintenaient plus l'équilibre de leur tête. Vous voyez, il y avait un basculement total de la tête. Il a même décrit déjà les premières bases de ce qu'on appelle maintenant la plasticité cérébrale. C'était la capacité de ces animaux à récupérer au cours du temps
leur équilibre, c'est-à-dire à compenser cette perte vestibulaire. Voilà, maintenant on connaît bien les fonctions de ce système vestibulaire et il y a deux grandes catégories de récepteurs qui vont être importants pour coder les mouvements. La première catégorie de récepteurs, c'est ce qu'on appelle les canaux semi-circulaires. Vous avez vu, il y avait 3 canaux creusés dans l'os temporal. Vous avez 3 canaux semi-circulaires et leur particularité, c'est que ce sont des capteurs d'accélération angulaire. L'accélération angulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous tournez comme ça votre corps dans l'espace, vous avez une rotation. Dès que vous accélérez, vous avez un codage qui est fait par ces canaux semi-circulaires. Alors, il y en a 3 dans chaque oreille. Ils sont orientés à peu près dans des plans orthogonaux, ce qui fait qu'on va pouvoir coder les mouvements dans les 3 plans principaux de l'espace. D'accord ? Les 3 plans principaux de l'espace, ça veut dire des rotations horaires, anti-horaires dans le plan horizontal, voilà un mouvement comme ça, des rotations horaires et anti-horaires dans le plan frontal, et des rotations avant-arrière dans le plan sagittal. Et puis également toutes les combinaisons de rotation entre ces plans-là. Je ne veux pas rentrer dans la description de la physiologie de ces canaux, mais en fait l'idée de base, c'est que ces canaux sont remplis d'un liquide qui a une certaine viscosité. Et lorsque nous bougeons la tête, ce liquide qui a une certaine viscosité a une inertie qui va avoir tendance à s'opposer au mouvement de la tête. Lorsque ce liquide se déplace dans l'oreille interne, il active des cellules réceptrices qui sont des cellules ciliées, et cela nous donne un sentiment de mouvement, ce sens du mouvement. C'est une jolie invention en fait de la nature, de l'évolution, ce système-là, très simple, mais très complexe à la fois. Et pourquoi c'est simple et complexe? C'est simple parce que la nature a simplifié le codage à 3 plans. C'est extrêmement malin. Et vous allez voir que cette solution, en fait, elle a été retenue quasiment chez pas quasiment, elle a été retenue chez toutes les espèces de vertébrés. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, chez tous les vertébrés supérieurs, il y a 3 canaux semi-circulaires, comme chez l'homme. C'est très similaire l'anatomie, même si ce sont des animaux qui ont des capacités de mouvement très différentes des nôtres. Les poissons, les batraciens, par exemple, ont des canaux orientés comme les nôtres. C'est très, très similaire. Chez des vertébrés qui sont plus inférieurs, des poissons un peu plus primitifs, on n'a pas de canaux horizontaux, ils n'ont que des canaux verticaux, mais le codage est vraiment très, très similaire. Ce codage, du mouvement des accélérations angulaires dans les canaux semi-circulaires, ça existe même chez plusieurs espèces d'invertébrés, les crabes, les pieuvres, les calamars, ont un système qui est très très similaire. Ils vont coder le mouvement de la même façon que nous. Donc c'est un système qui est très préservé au cours de l'évolution. Il y a également une convergence évolutive dans la mesure où dans des groupes d'animaux qui sont très très différents et qui ont des mouvements qui sont très très différents, on a la même solution de codage de l'accélération angulaire. Voilà, maintenant je passe au deuxième type de récepteurs sensoriels qui sont présents dans cette oreille interne. C'est ce qu'on appelle le système otolytique. Ce système otolytique, il va être sensible aux accélérations linéaires. Donc les accélérations linéaires, c'est ce que vous avez lorsque vous êtes dans le train accélère vers l'avant, ça c'est une accélération linéaire. Si vous êtes dans l'ascenseur monte ou descend, ça c'est une accélération linéaire. Voilà, ça c'est la particularité de ce système otolytique. L'autre particularité, c'est que ce système-là va coder une accélération linéaire qui est en permanence autour de nous. C'est l'accélération de la gravité. D'accord ? La gravité terrestre, c'est une accélération linéaire, et elle a sur ce système otolytique les mêmes conséquences que être accéléré dans le train. À nouveau, c'est un signal dont nous n'avons pas conscience, parce que cette accélération gravitaire, elle est là en permanence autour de nous. Alors ce système, comment code-t-il les mouvements? Eh bien, vous avez entre les canaux semi-circulaires, à la base des canaux semi-circulaires, 2 chambres qui vont coder plutôt les accélérations horizontales ou les accélérations verticales. Dans les 2 chambres, le principe est le même. Vous avez des cellules réceptrices, ici, en violet, ce sont des cellules ciliées. Au-dessus de ces cellules ciliées, vous avez une masse gélatineuse. Et au-dessus de cette masse gélatineuse, vous trouvez une couche de cristaux, de petits cailloux, en fait, ce sont des petits cristaux de carbonate de calcium. La particularité de ces cristaux, c'est qu'ils sont très denses
et ils vont amener de l'inertie, à nouveau c'est un codage inertiel, ils vont amener de l'inertie à cette masse gélatineuse. Alors quel est le principe? Imaginez que dans l'oreille, là, il y ait une accélération de la gauche vers la droite. Si vous avez une accélération de la gauche vers la droite, ben, l'ensemble de cette structure va bouger, mais néanmoins, du fait de l'inertie de ces cristaux, ces petits cailloux qui sont au-dessus de la masse gélatineuse, il va y avoir un mouvement en direction opposée de cette masse gélatineuse par rapport aux cellules ciliées. D'accord? Donc vous imaginez un déplacement de la base, et ce qu'il y a au-dessus va bouger dans la direction opposée du fait de l'inertie de ces cailloux. Et cela va entraîner un mouvement de ces cils, ce qui va permettre de coder cette accélération linéaire. Donc c'est de cette façon que nous codons des forces d'inertie. Lorsque le train avance, vous avez une sensation. En réalité, ce qu'on code en permanence, ce sont les forces résultantes des forces inertielles et de la gravité, puisque la gravité est en permanence ici. Okay ? Voilà, donc on a vu les deux types de codage qui existent dans l'oreille interne, le codage des accélérations angulaires dans les canaux semi-circulaires et le codage des accélérations linéaires dans ce système autolytique. Et également le codage donc, de la gravité, de l'accélération gravitaire dans ce système autolytique. Alors, quelle est la fonction de ces systèmes-là dans le contrôle posturel? C'est assez fascinant de se rendre compte que cette gravité qui est en permanence présente autour de nous bien, va, via le système vestibulaire, entretenir l'activité des muscles corporels. On a une activité tonique dans les muscles en permanence pour justement ne pas s'effondrer sous l'action de la gravité. Si je n'avais pas ce tonus-là, l'accélération de la gravité m'aspirerait d'une certaine façon sur le sol, je m'effondrerais. Donc on a un certain nombre de muscles qui sont antigravitaires. Tous les muscles antigravitaires, ce sont ces muscles qui nous empêchent de nous effondrer sur le sol. Par exemple, les muscles solaires, qui sont ici, là, au niveau des mollets, nous empêchent de tomber vers l'avant sous l'effet de la gravité. Donc si à la surface des muscles, vous enregistrez l'activité, on peut le faire à la surface de la peau, vous enregistrez l'activité musculaire, vous voyez que ces muscles solaires, qui sont ici, là, antigravitaires, ont un tonus en permanence. Même les muscles, par exemple, les muscles masséters, c'est les muscles qui vont permettre de relever la mâchoire, sont des muscles antigravitaires. Si vous dormez, boum, vous avez la bouche qui s'ouvre, la mâchoire tombe. Ce sont des muscles antigravitaires, ces muscles qui s'opposent à l'effet de la gravité sur certains segments corporels. Par exemple, la mandibule, la mâchoire. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on fait le même type d'enregistrement chez des personnes qu'on a envoyées dans l'espace? Dans l'espace, les astronautes sont en microgravité. Donc, il n'y a plus de force gravitaire qui s'exerce sur les récepteurs vestibulaires. Bien, regardez ce qu'on observe au niveau des muscles. On a une absence de ce tonus postural. D'accord ? Donc, on a une perte de l'entrée gravitaire sur ces muscles-là. En fait, c'est une donnée cruciale. Ça signifie que l'ensemble de notre activité musculaire est vraiment contrôlé en permanence par cette gravité. En fait, toutes nos activités sensorimotrices sont en permanente contraintes par cette accélération gravitaire, à nouveau, même si nous n'en avons pas conscience. J'aimerais vous montrer ce qui se passe justement si on change ces forces gravitationnelles. Alors ça, ce sont des travaux de notre équipe qui ont été conduits par Valentine Bouet chez le rat. Vous avez ici un rat qui a été renversé, qu'on tient dans nos mains, et ce rat, on le lâche à l'obscurité, et on regarde combien de temps il lui faut pour s'équilibrer. Alors rassurez-vous, il n'est pas lâché sur le carrelage, il y a un matelas qui le réceptionne gentiment au sol, et avec une caméra à très haute résolution, on est capable de voir que 80 millisecondes après avoir lâché ce rat, regardez, le rat s'est retourné, il a les 4 pattes déjà qui sont en extension, ce rat est prêt à se réceptionner au sol. 80 millisecondes, c'est extrêmement rapide comme réflexe. Vous vous rendez compte, il s'est retourné. Dans le noir, il n'y a pas de rôle des informations visuelles. Et j'aimerais vous montrer donc maintenant ce qui se passe si on change ce vecteur gravitaire. Alors ce qu'on fait, Valentine Bouet, dans l'équipe, c'est élever des rats dans une centrifugeuse, donc qui sont nés en fait dans cet environnement. Cette centrifugeuse, grâce à une force centrifuge qui se combine avec la gravité, crée une hypergravité. D'accord ? Donc ces rats sont élevés dans un environnement qui est 2 fois la gravité terrestre. Okay ? Ils sont nés là-dedans.
toute leur vie, c'est ça leur gravité, leur environnement normal, c'est ça, c'est l'hypergravité. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on les sort de cet environnement-là? Lorsqu'on les passe de l'environnement hypergravitaire à notre environnement, c'est un peu comme nous on envoie des cosmonautes dans l'espace, ils se retrouvent en microgravité. Ils ont 2 fois moins de gravité que dans leur environnement habituel. Bien regardez, si on fait le même test chez ces rats-là, on voit qu'il leur faut beaucoup plus de temps, hein, il leur faut 160 millisecondes en moyenne pour se réceptionner. Alors ça signifie quoi? Ça veut dire que en fait, l'ensemble des synergies posturales, l'ensemble de nos réflexes posturaux qui vont nous amener à nous équilibrer, ont été contraints par l'environnement gravitaire dans lequel on est né. Hein. Donc l'ensemble des structures cérébrales, des structures nerveuses qui contrôlent le mouvement, qui contrôlent la posture, qui contrôlent l'équilibre, l'ensemble de ces structures sont contraintes en permanence depuis notre plus tendre enfance et même au cours du développement embryonnaire. Hein. Le fœtus est soumis à l'accélération de la gravité. Donc depuis toujours, finalement, on est soumis à cet environnement et ça a contraint le développement de toutes ces fonctions sensorimotrices. J'aimerais vous montrer maintenant les conséquences d'une perte vestibulaire. Qu'est-ce qui se passe si on perd les informations vestibulaires? Alors ça, c'est les conséquences d'une perte vestibulaire d'un seul côté. Cette dame a perdu ses informations vestibulaires du côté droit. Eh bien, regardez, en fait, ce système vestibulaire contrôle en fait toute l'architecture de la musculature, de la tête et du cou. On voit qu'elle bascule sa tête vers le côté droit. Elle a un basculement de la tête vers le côté droit. En effet, hein, ce système vestibulaire va contrôler les muscles du segment céphalique. Et puis, si on lui demande de placer une petite barre verticale, on lui dit aligner cette barre avec ce qu'est la gravité, l'axe gravitaire, eh bien, elle a basculé également. Donc la perception, l'orientation de la verticalité est biaisée chez cette dame-là, c'est basculé d'un certain côté. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la position de ses yeux a également changé. La position des yeux, c'est contrôlé par des muscles, ce sont les muscles extraoculaires. Et vous voyez peut-être que cet œil-là, c'est abaissé, cet œil-là, c'est élevé. Il y a une sorte de strabisme vertical. Donc le tonus des muscles qui contrôlent les mouvements des yeux, c'est également contrôlé par le système vestibulaire. Et une perte vestibulaire, au début en tout cas d'une perte vestibulaire, va avoir ce type de conséquences-là. Alors qu'en est-il du sens de la verticale, du sens de l'équilibre chez des patients qui ont perdu les informations vestibulaires d'un côté? Ça, c'est une représentation des travaux qui ont été conduits par Liliane Borel dans notre équipe à Marseille. En fait, ce sont des captures de mouvements de patients à qui on a demandé de faire des mouvements, tout simplement de flexion sur les genoux. Alors moi, si je fais ça, c'est facile pour moi. Je fais des mouvements autour d'un axe vraiment vertical, hein, qui est axé sur la gravité terrestre. Et ces patients, regardez, en fait, vont avoir tendance à faire des mouvements du corps qui vont être déviés vers le côté de la perte vestibulaire. Ça veut dire que leur référence de verticalité entière est biaisée vers ce côté-là. Par ailleurs, il y a aussi un changement du tonus musculaire chez ces patients. Donc, il y a vraiment une conséquence importante de cette perte vestibulaire sur le tonus musculaire. Voilà, donc on a passé en revue brièvement ces principaux systèmes sensoriels qui contribuent à l'équilibre chez l'homme. Le système visuel, vestibulaire, la proprioception, l'interoception, le toucher. C'est complexe donc pour le cerveau d'établir un sens de l'orientation, un sens du mouvement. On a tous ces signaux qui sont disponibles, ça paraît beaucoup, et puis il faut arriver à extraire une unité de perception. Comment ça se fait? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les travaux les plus actuels nous suggèrent que le cerveau, finalement, fonctionne comme un statisticien. C'est-à-dire que le cerveau et les neurones dans le cerveau, d'une certaine façon, partent du principe que tous les signaux sensoriels sont incertains. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ces capteurs et les neurones qui reçoivent les informations de ces capteurs traitent le signal sensoriel comme si c'était une probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mouvement, ce n'est pas une valeur zéro, ce n'est pas j'ai bougé ou je n'ai pas bougé. C'est en fait une probabilité de mouvement. Une probabilité de mouvement, ça peut se représenter de la façon suivante, c'est la probabilité que j'ai bougé. Donc c'est une valeur qui va entre 0 et 1.
Et toutes les données actuelles suggèrent que le cerveau fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il calcule des probabilités. Et il y a une probabilité qui est associée à chacun des capteurs. Alors ici, j'ai pris un exemple simple, vous avez deux capteurs. Le capteur visuel a une certaine probabilité, le capteur vestibulaire a une autre probabilité. Et ces deux probabilités vont se combiner. La combinaison de ces probabilités dans le cerveau, ça suit une règle mathématique qui a été décrite par Thomas Bayes, c'est un mathématicien anglais, c'est une règle qui est bien connue dans les mathématiques, ce sont des règles de combinaison de probabilités. Et si on enregistre des neurones dans le cerveau du singe, par exemple, on regarde comment un neurone répond à un mouvement de l'environnement visuel, ou bien comment un neurone répond à une rotation de son corps, et bien on voit que les réponses de ces neurones, ce sont des réponses justement qui suivent ce type de codage-là, et que la fusion des informations, de deux informations, ça suit ce type de règles mathématiques, ces calculs de probabilité. Donc la conséquence de calcul de probabilité, c'est que cette fusion-là va dépendre du poids que chaque personne accorde à une entrée sensorielle. Et c'est dans ce sens-là que nous n'avons pas justement le même sens de l'espace. C'est parce que le poids que nous allons accorder à chacune de ces entrées sensorielles va varier d'une personne à l'autre. Et ce type de modèle mathématique tient compte de ce genre de choses-là. Voilà. Donc, on a vu que toutes ces informations-là étaient prises en compte pour élaborer un sens de l'équilibre. On a vu que ces informations étaient combinées selon des règles probabilistes, selon des modèles bayésiens. Et on va voir maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans l'anatomie du cerveau pour voir quelle région cérébrale, justement, combine ces informations-là pour faire émerger ce sens de l'équilibre. Alors, est-ce qu'on a un sens de l'équilibre conscient? Par exemple, dans quelle mesure vous arrivez à juger si votre corps est vertical ou pas, si votre corps est orienté par rapport à l'accélération de la gravité? Alors ici, je présente des données qui proviennent du groupe de Dominique Perrennou, avec qui je travaille, qui est à Grenoble. Il a inventé un système très astucieux. Regardez, en fait, vous avez des participants qui sont assis sur cette chaise-là. Ils sont restreints là, par des petits coussins sur les côtés. Leurs yeux sont bandés, ils n'ont pas d'informations visuelles. Et puis, regardez, c'est une sorte de grande roue. Et c'est possible de tourner les participants dans un sens ou dans l'autre sens. Et on leur demande d'indiquer lorsqu'ils pensent que leur corps est droit. Alors, si on teste des participants qui vont très bien, on est très bon pour faire ça. À plus ou moins 2 degrés par rapport à la verticalité, on arrive à déterminer quelle est l'orientation. Enfin, on arrive à aligner notre corps avec la verticalité. Toutefois, il y a des patients, et c'est ce que je vais vous montrer, des patients qui ont des lésions cérébrales qui perdent cette capacité-là. Alors, voici un exemple. Vous voyez, vous sentez basculer à droite. Voilà. Ben, je vous ramène. Vous fermez les yeux fort. Je vous ramène et quand vous vous sentirez vertical, vous direz stop, ok? Oui. Quand vous vous sentirez vertical, vous direz stop. Fermez bien les yeux. Fermez bien les yeux. Il a passé la verticale là. Dès que vous êtes bien droit, vous dites stop. Stop. D'accord. Vous êtes. Ah, pardon. Voilà, donc bon, vous avez vu, son sens de la verticalité, c'était clairement pas normal. Cette personne se sent verticale alors qu'elle est en réalité basculée d'une 30aine de degrés sur sa gauche. Ça, c'est un patient qui a eu un accident vasculaire cérébral dans son hémisphère cérébral droit. Et il est possible, en utilisant des techniques de statistiques, d'analyser le recouvrement des régions cérébrales qui sont le plus fréquemment lésées lorsque on n'arrive pas à estimer correctement l'orientation de notre corps dans l'espace. Ça permet d'identifier les régions du cerveau qui ont l'air d'être impliquées de façon cruciale dans ce sens de l'orientation. Lorsqu'on fait ce type d'analyse statistique, c'est ce qu'on a fait avec Dominique Perrennou et Julien Barra, on voit qu'il y a peu de régions cérébrales qui sont réellement impliquées dans ce sens de l'équilibre.
Ce sont des régions qui sont localisées au niveau de ce qu'on appelle l'insula. C'est une petite région du cerveau qui est en profondeur dans un sillon du cerveau. C'est surtout cette région-là, l'insula, qui est impliquée dans ce... Je vais revenir sur cette région. C'est cette région-là qui est impliquée dans le sens de l'équilibre. L'autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est que des troubles de la perception de la verticale posturale, ça n'arrive quasiment que après des accidents vasculaires cérébraux dans l'hémisphère droit. Ça nous a amené à proposer que l'hémisphère cérébral droit, c'était le cerveau postural de l'homme. Puisque si des régions sont détruites dans l'hémisphère cérébral droit, certains patients donc, peuvent perdre cette capacité à orienter leur corps dans l'espace. C'est rarissime après des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, dans l'hémisphère cérébral gauche. Ensuite, on s'est intéressé à la chose suivante, c'est dans quelle mesure cette partie du cerveau, qui a l'air d'être cruciale pour juger si on est vertical ou pas, reçoit des informations vestibulaires, donc ces signaux de l'oreille interne. Puisqu'on a vu, c'est qu'effectivement, si on localise les parties du cerveau qui reçoivent ces informations vestibulaires, eh bien, elles sont localisées dans ce sillon latéral, dans ce cortex insulaire, l'insula, c'est-à-dire dans des régions qui sont très très proches de celles qui sont impliquées dans le fait de juger l'orientation de notre corps. Donc on pense que ces informations vestibulaires alimentent justement ce réseau cérébral qui nous indique si notre corps est orienté verticalement ou pas. OK ? On n'a pas vraiment conscience, malgré tout, que notre cerveau traite ces informations vestibulaires. Là, quand on bouge, en général, on n'a pas cette sensation-là. Cette sensation de mouvement qui vient des informations vestibulaires, finalement, on l'a quand ? On l'a lorsqu'on est malade, on a des vertiges. On l'a si on a bu trop d'alcool. On a une sorte de vertige qui est due à l'alcool. On l'a, cette sensation vestibulaire, si on est dans un ascenseur qui donne une accélération qui est vraiment très, très importante et très inhabituelle. Mais dans la vie de tous les jours, on ne l'a pas réellement. Néanmoins, beaucoup de régions du cerveau traitent ces informations vestibulaires. Alors, on a pu le mettre en évidence en regardant le comportement, en analysant le comportement de patients qui ont des crises d'épilepsie, justement qui donnent des sensations vestibulaires. Ces sensations de mouvement, sensations de vertige, sensations que la tête tourne ou que tout l'environnement tourne autour de la personne. Et lorsqu'on analyse les régions qui sont le plus souvent impliquées dans ces sensations vestibulaires, elles ne sont pas partout ces régions-là. Elles sont localisées autour d'un sillon du cerveau, là, qu'on appelle le sillon latéral. Essentiellement autour du sillon latéral, on a ces régions-là. Je rentre un peu dans le détail maintenant. Elles sont localisées dans ce qu'on appelle le gyrus temporal supérieur et dans le lobe pariétal inférieur. Donc c'est surtout dans ces régions-là qu'on trouve des régions qui, si elles ne fonctionnent pas correctement, vont vous donner le sentiment conscient que vous êtes en train de tourner. Ce qu'on n'a pas normalement, justement, quand on est en train de tourner. Alors, comment on peut vraiment démontrer que le cerveau a un traitement conscient de ces informations vestibulaires ? Une approche que nous avons utilisée, c'est une approche qui consiste à analyser le comportement de patients qui ont des électrodes qui sont implantées dans leur cerveau. Vous voyez ici, peut-être ces petits traits horizontaux, là, pointillés, ce sont des électrodes qui sont implantées jusqu'à certaines structures profondes du cerveau. Alors pourquoi ces électrodes sont implantées ? Ce sont des électrodes qui sont implantées chez des patients